Toutes les semaines, Didier de Radiguez et le journaliste automobile Xavier Daff analysent un nouveau modèle. Non, il ne s'agit pas de cette BMW X3, mais de sa petite sœur, la nouvelle BMW X1. Mais de quoi a-t-elle l'air? Alors Xavier, Bonjour Didier. X3, X1, il y a un nombre différent, mais elles semblent quand même pas mal semblables. C'est toujours la famille des X, donc la famille des SUV chez BMW qui avait commencé un peu la lignée des SUV sportifs fin des années 90 avec le X5. Ils ont continué avec le X3 quelques années plus tard en le compactant un peu et ils continuent dans leur logique en compactant encore un peu le X3 pour donner le X1. Maintenant, c'est un peu l'histoire du downsizing, même si c'est vrai qu'extérieurement, ça ne se voit pas immédiatement. Un peu plus compact alors, Un peu plus compact, un peu plus court, un peu plus étroit et surtout un petit peu plus bas. Effectivement, pour un meilleur travail aérodynamique, des meilleures prestations dynamiques sur la route. Et donc, on est là dans une famille de X chez BMW. BMW qui, au demeurant, est devenu le premier constructeur allemand en matière de 4x4. Ok, mais bon, une réduction, mais je trouve que c'est vraiment une petite réduction. Oui, effectivement, c'est ce qu'il fallait, on ne pouvait pas faire un X plus petit, quoi. Il y a toujours moyen, mais bon, dans le segment premium, BMW est pour l'instant tout seul. Au niveau taille, elle est plus basse aussi. Elle est plus basse d'à peu près 15 cm, hein. Ça se voit comme ça à l'œil nu. La voiture est plus étroite aussi, hein. Et alors elle adopte les nouveaux canons esthétiques de BMW à côté du X1. Le X3 commence à faire un petit peu vieillot à mon sens, hein. Il a un petit peu vieilli maintenant ce X3. Par contre, en longueur, c'est à peu près équivalent et pour cause puisque les deux véhicules sont construits exactement sur la même base de série 3 Touring. Et donc on retrouve les phares typiques de chez BMW avec le fameux cerclage rond, la calandre typique et alors... Et la couleur, c'est pour le qui, pour ses talents de camouflage, effectivement, il adore ça visiblement. Et puis on a parlé des lignes. Donc on retrouve la ceinture de caisse caractéristique de BMW, le long empattement, les porte-à-faux relativement courts. Et alors là, effectivement, c'est une des qualités du X1, c'est de ménager beaucoup de place pour les passagers arrière. Peut-être au détriment du coffre alors. Oui, effectivement, le coffre n'est pas immense, on perd à peu près 40 litres par rapport à une série 3 Touring. Donc voilà, c'est pas immense, ça va, mais c'est pas vraiment... Non, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Bon, on va au show ? Allez, allons-y. Pardon. Oups, on s'est trompé, on est dans l'X3. Ah, effectivement, les habitués de BMW ne seront pas du tout dépaysés. C'est vrai que ce tableau de bord est vraiment typique de ce qui se fait actuellement chez BMW, hein. Cela dit, c'est pas une tare parce qu'il est clair, il est ergonomique, on trouve tout de suite ses marques, il est bien construit et bien fini. Et surtout, autre fait marquant chez BMW, on a une excellente position de conduite et ça, pour l'agrément de conduite au quotidien, c'est quand même pas mal. Et alors, cet habitacle qui est censé être plus petit, plus bas, on le ressent pas. En fait, on le ressent pas déjà parce qu'on est assis très bas. Voilà, effectivement, pour un SUV, on est assis étonnamment bas. C'est vrai que celui-ci est un peu baigné de lumière par ce double toit ouvrant qui est en option, et une option un peu hors de prix, comme trop souvent peut-être chez BMW. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Oui, le downsizing, mais avec étonnamment beaucoup d'espace et il faut bien l'avouer, la finition irréprochable BMW. Mais elle est un peu plus courte sur pattes que la BMW X3, mais quand même légèrement plus haute qu'une berline ordinaire. Comment cela se traduit-il au niveau de la tenue de route? C'est ce que nous allons tester. Alors plutôt SUV ou voiture traditionnelle? C'est un peu à mi-chemin, hein. C'est vrai qu'il a une garde au sol un peu rehaussée, il a la transmission intégrale. Une transmission intégrale un peu particulière puisqu'elle privilégie le train arrière pour quand même malgré tout continuer à proposer un comportement routier un peu dynamique, un peu sportif. Voilà, propulsion, c'est une BMW après tout. Cela dit, on l'a dit, c'est vrai qu'il a une transmission intégrale qui lui permet de s'aventurer dans certains chemins creux un peu difficiles d'accès. Donc un peu à la croisée des chemins. Et à l'intérieur, enfin je veux dire quand on roule, on se sent plutôt dans une voiture traditionnelle. Oui, exactement. Donc on a vraiment l'impression de conduire une propulsion avec tous les avantages liés malgré tout à la transmission intégrale en termes d'adhérence. Mais c'est vrai qu'en termes d'agilité, de vivacité, de précision de conduite, on se trouve au volant d'une BMW propulsée
propulsion et ça, je pense que c'est pas mal réussi. Et alors toujours j'aime bien moi, le stop and start. Ah oui, ça effectivement, donc ça contribue à grandement abaisser la consommation essentiellement en usage urbain. Donc rappelons en 2 mots de quoi il s'agit. Simplement, le moteur se coupe une fois qu'on est au point mort et l'embrayage relâché. Dès qu'on débraye, ça redémarre. Et alors il suffit de réembrayer après pour repasser la première et le moteur démarre immédiatement tout seul. Donc avec ça, on arrive notamment à des bilans de consommation extrêmement favorables, puisque par exemple celle-ci est à 139 grammes de CO2, ce qui est quand même relativement intéressant compte tenu du gabarit de l'engin. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, mon cher Didier. Pour cette BMW X1 équipée d'un moteur 2 litres diesel 163 chevaux, vous devrez débourser au moins 32 250 €. Il consomme en moyenne 5 litres 3 au 100 km, ce qui représente une émission de 139 grammes de CO2 par kilomètre. La taxe de roulage annuelle pour la X1 équipée de ce moteur-là s'élève à 366,43 €. Xavier, votre conclusion? Je crois que BMW avec ce X1 est le premier dans son segment des SUV très compacts premium. Il est un peu à la croisée des chemins, donc c'est vrai qu'on a parfois les capacités de franchissement entre guillemets d'un vrai SUV grâce à la transmission intégrale. Mais la transmission intégrale privilégiant le train arrière, on a malgré tout un comportement de propulsion typiquement BMW et donc elle arrive, je dirais, à marier des genres différents dans une synthèse pour moi très réussie. SUV premium. Voilà, exactement.